C'est un agitateur d'idées pas toujours très politiquement correctes, pourfendeur d'une mondialisation soi-disant heureuse, économiste, ancien collaborateur de Raymond Barre, globe-trotteur, essayiste, auteur d'une dizaine d'ouvrages. Le dernier paru aux éditions Gallimard s'intitule « La grande séparation pour une écologie des civilisations ». Bonjour Hervé Juvin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur France Info. Alors, votre thèse centrale, c'est que les hommes sont en train de se séparer de leur culture, de leur histoire, de leurs racines, de leurs croyances, sacrifiés sur un autel d'une mondialisation qui nivellerait tout. Vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu caricatural ? Je ne le crois pas, notamment quand je vois la montée du transhumanisme aux États-Unis. Vous savez que Google a décidé de s'attaquer à la mort. Le nouveau projet de Google, c'est de dire qu'il faut faire mourir la mort. C'est le rêve de la création d'un homme nouveau qui ne soit plus confronté à la mort, puisque le patron des recherches à cet égard de Google affirme déjà que l'homme ou la femme qui vivront 3 siècles, 4 siècles sont déjà nés. Il suffit d'encore un peu plus de progrès, de savoir un tout petit peu mieux maîtriser les processus biologiques de l'espèce humaine, et on va en arriver presque à la vie sans fin, à la création d'un homme nouveau. C'est cette séparation-là que j'essaye de désigner parce qu'il me semble que dans le projet de la mondialisation et de la post-mondialisation, il y a le dépassement des frontières, il y a la suppression des identités singulières, la suppression de ce qui fait de moi un Français, d'un autre un Marocain, d'un autre un Malgache. Il y a cette grande séparation d'avec la nature et d'avec la culture qui doit fabriquer un homme nouveau, un homme hors sol, un homme d'aucune origine, d'aucune identité singulière, qui soit en quelque sorte son petit Dieu en charge de s'auto-créer. Alors il y a un processus politique très lourd derrière ça. Cet homme nouveau, cet homme séparé de sa nature et de sa culture, c'est quelque part le monstre issu des droits de l'homme quand il se retourne contre la condition humaine. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Nous devenons tous de purs individus de droit. Nous sommes d'abord des individus revêtus de tous nos droits, et ce n'est qu'ensuite que nous pouvons être très accessoirement un homme ou une femme, nous pouvons être jeunes ou plus âgés, nous pouvons éventuellement être bretons ou corses, marocains ou malgaches, hindous ou américains. Ça n'a à peu près plus d'aucune importance puisque nous ne nous définissons plus qu'en tant qu'individus de droit. Ça me paraît être une séparation d'avec notre condition politique. Tous les sujets de souveraineté, de frontières, d'identité sont balayés. Ça me paraît être une séparation peut-être plus importante encore d'avec notre condition humaine, qui était d'être des hommes et des femmes d'ici, de cette terre, de cette singularité française, et pour tout dire, de cette nation. On voit bien le rêve post-national, le rêve sans frontiériste, le rêve mondialiste. Quelque part, et vous avez sans doute relevé des aspects d'inquiétude, voire de vive inquiétude par rapport à où ce rêve de construction de l'homme nouveau nous conduit, si je me reporte à l'histoire européenne récente, ça s'est jamais très bien fini quand on a voulu fabriquer un homme nouveau. Et si je me reporte à l'histoire récente, il faut faire très attention quand on essaye de fabriquer un homme sorti de toutes les contraintes et de toutes les déterminations. On rêve d'en faire un petit Dieu. On a beaucoup de chances de produire des monstres. Et je crois que nos civilisations sont confrontées à ça. Mais ça veut dire que pour vous, il ne faut surtout pas que les différentes cultures se mélangent ? Certainement pas. Mais je crois que comme tout organisme vivant, une culture meurt quand elle se coupe de tout échange avec les autres. Mais je crois qu'une culture meurt tout aussi bien quand elle s'ouvre de manière indéterminée à tous les apports extérieurs. Et donc je crois tout simplement qu'il faut gérer les frontières. Je crois tout simplement que nous pouvons exister dans notre culture et dans notre identité, être fiers et heureux d'en être, parce que d'autres sont également fiers et heureux d'être dans leur culture et dans leur identité. Ça veut dire qu'on s'enrichit. Ça veut dire que je regarde dans le visage de celui qui est en face de moi l'autre. Mais l'autre, et là il y a un débat immense par rapport notamment à la vision de nos amis américains, pour qui tout homme sensé de ce monde doit devenir un Américain comme les autres. Je crois exactement l'inverse. Je crois que l'autre, c'est celui qui n'est pas appelé à devenir comme moi, qui à ce titre m'enrichit. À ce titre, je peux le rencontrer, je peux échanger. Et à ce titre, on peut progresser l'un vis-à-vis de l'autre.
mais en demeurant chacun ce que nous sommes. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur universelle pour vous? La démocratie, par exemple. On a dit que la démocratie était l'achèvement du politique. Fukuyama et puis quelques philosophes français. On voit bien que c'est plus compliqué que ça. On voit bien que ce qui est en train de se mettre en place, c'est la sortie de la démocratie, expression de la volonté populaire, pour un ordre très largement géré par des intérêts économiques et qui fait très bon marché de la démocratie. Est-ce que vous croyez vraiment que ce sont les Français qui aujourd'hui décident de la majorité des lois qui s'appliquent en France? Est-ce que vous croyez vraiment que le débat politique français n'est pas largement tenu, encore plus par les contraintes européennes, par un certain nombre de lobbies, d'intérêts des grandes entreprises, d'intérêts de grandes sociétés multinationales qui ont rompu à peu près toute attache avec un territoire et qui arbitrent leur pays d'implantation au mieux de leurs intérêts? Que la démocratie ne soit pas un modèle parfait, c'est une chose entendue. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas souhaiter son épanouissement partout dans le monde? Je partage la vision de ceux qui souhaitent son épanouissement comme instrument de liberté des hommes et des femmes. Ce que je constate quand même, c'est l'étendue des crimes, et je dis bien des crimes, que l'on a commis au nom d'une démocratie d'importation qui devait arriver d'en haut, sur la Libye, sur l'Irak, sur l'Afghanistan, etc. Je regrette de le dire, mais pour avoir travaillé dans ces pays du monde, il est probable que la situation actuelle est pire en Irak, et pire en Syrie, et pire en Libye que ce qu'elle était auparavant. Donc il ne faut pas être naïf. La naïveté devant ce qu'on a appelé les révolutions oranges, la naïveté devant ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est tout simplement ce qui fait de la démocratie un produit d'importation et ce qui veut imposer de l'extérieur des valeurs que nous-mêmes avons mis des siècles à acquérir. Parce que je fais un tableau dur de la Libye, de la Syrie ou de l'Irak. Rappelons-nous ce qui s'est passé dans nos guerres de Vendée au moment de la République. Rappelons-nous nos guerres de religion. Ça a été un processus très long, la démocratie. Ça a été un processus très long, la laïcité. La République ne s'est pas instaurée comme ça. L'ordre républicain, on peut dire qu'il date vraiment de la fin du 19e siècle. Il a fallu combien de guerres, combien de luttes sociales pour en arriver là où nous sommes. Eux aussi n'en feront pas l'économie. Et ce que j'observe, et pardon de vous contredire, c'est que dans nos propres démocraties, que nous croyions ou que nous avons espéré arriver à maturité, on voit bien qu'autre chose est en train de se passer. Au nom de l'économie, au nom de l'intérêt financier, on est en train de sortir de la volonté du respect des peuples, on est en train de sortir de la souveraineté et de la légitimité. Hervé Juvin, invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info. À tout à l'heure. Hervé Juvin, parlons de l'Europe. Vous avez travaillé avec Raymond Barre sur ce sujet dans les années 90. Vous avez beaucoup écrit sur l'euro. Vous êtes aujourd'hui très sévère avec la construction européenne. Pour quelle raison? Sans doute d'abord parce que je suis un déçu de l'Europe. J'y ai cru. Je fais partie de ceux qui, au début des années 90, ont réellement cru que quelque chose comme une identité européenne, un esprit européen, allait peu à peu fédérer et peu à peu se substituer aux identités et aux esprits nationaux. Et j'ai cru, certainement avec beaucoup de naïveté, que quelque chose comme le grand rêve gaullien d'une Europe puissance, d'une Europe comme indépendance et comme souveraineté des peuples européens allait pouvoir voir le jour. Probablement est-ce que ma déception est à la mesure de mon attente. Pourquoi ? Très simplement parce qu'on a assisté à une fuite en avant. Les institutions conçues pour fonctionner à 12 à 15 ne fonctionnent absolument plus à 27, à 28, peut-être bientôt à 30 et à combien demain. Je constate ensuite que l'Europe est à maints égards devenue l'instrument des intérêts américains. À cet égard, quelle plaisanterie que les actions européennes en Ukraine, qui mettent à feu et à sang le pays, et qui surtout négligent complètement la volonté de la partie est de l'Ukraine d'appartenir, je ne dis pas à la Russie en termes de nation, mais de demeurer dans le berceau orthodoxe et russe. Les Européens ne sont pas les seuls responsables les Européens ont probablement du désordre ukrainien actuel. Ils ont probablement été manipulés, mais avec quelle naïveté ils ont embouché le clairon des révolutions oranges, etc., dont on sait bien quel lobby et quel centre d'intérêt piloté de Washington les ont fomentés. Suivez simplement la carte des déplacements des ambassadeurs américains, du patron de la CIA et de quelques autres. C'est absolument hallucinant dans les temps récents. Troisième élément de la déception de l'Europe. L'Europe me paraît de plus en plus être le véhicule à détruire les nations. On le voit bien à travers un certain nombre de dispositions qui donnent des pouvoirs absolument exorbitants à des entités à peu près autodésignées qui n'ont aucune légitimité démocratique. On le voit encore plus avec ce qui est en train de se passer sur la négociation du traité de libre-échange transatlantique.
De quoi s'agit-il? Il n'y a pratiquement plus de droits de douane entre l'Europe et les États-Unis et on peut probablement s'en réjouir, encore qu'il faudrait faire un tout petit peu attention à réglementer et à légitimer les investissements directs américains. Je pense au cas d'Alstom par exemple. De ce dont il est question, c'est de supprimer ce que Pascal Lamy et les autres appellent les barrières extra-tarifaires, d'un terme un peu méprisant, tous ces petits détails qui perturbent la vie des affaires. Ces petits détails, c'est juste l'histoire, la culture et les choix légitimes des peuples. La relation sociale. Nous avons en France des choix en matière de fromage, mais aussi en matière d'assurance maladie, mais aussi en matière de droit à l'éducation et à la santé, qui ne sont pas les choix du peuple américain. Et je respecte parfaitement les choix du peuple américain. Je dis simplement que je pense que la France ne va pas devenir une autre Amérique. Et ce qui est en jeu derrière le traité de libre-échange, c'est pratiquement la suppression des singularités nationales. Mais quand vous dénoncez une Europe non démocratique, autoritaire, méprisante, alors qu'on s'apprête à voter pour des députés européens d'ici quelques jours, ça veut dire que ce Parlement ne sert à rien? Ce Parlement n'a à peu près aucun pouvoir d'initiative, ce Parlement n'a à peu près aucun pouvoir de contrôle de la Commission. Je vais prendre simplement un exemple. La Commission a chargé des négociateurs de discuter d'un traité de libre-échange pour la viande avec le Canada. Ce traité a été ratifié à la fin 2013. Croyez-vous que les parlementaires européens aient accès au traité? Eh bien, toujours pas, parce que les négociateurs et la Commission ont peur que l'autorisation, en fait, de libre entrée sur le territoire européen de la viande canadienne soit mal vécue par les parlementaires. Et donc, les parlementaires n'ont pas encore accès à un traité qui engage l'Europe. Les parlementaires européens ont-ils accès aux négociations sur le traité de libre-échange transatlantique? Absolument pas, sinon par des fuites. C'est une situation absolument non démocratique. On essaye de conduire l'Europe là où elle ne veut pas aller, parce que des intérêts très puissants lui disent que c'est là qu'elle doit aller. Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez? L'abandon de l'Europe, le retour à la nation, ou au contraire un fédéralisme poussé? Non, je pense que la France devrait à cet égard discuter avec l'Allemagne et avec la Grande-Bretagne, puisque vous savez que la Grande-Bretagne est en train d'hésiter très fortement à placer l'Europe devant un certain nombre d'ultimatums. Eh bien, je crois que le temps est venu de se souvenir de l'attitude du général de Gaulle dans les années 60, quand il avait fallu placer l'Europe devant des choix, et quand la France n'avait pas hésité à pratiquer la politique de la chaise vide pour faire valoir le fait que l'Europe ne pouvait pas la conduire là où elle ne voulait pas aller. Je crois que le moment est venu de repartir sur d'autres bases. Je crois que le moment est venu de repartir sur une Europe qui sera l'expression de la légitimité et de la souveraineté des peuples européens à choisir ensemble leur destin. Mais je pense que cette Europe qui se fait contre les peuples européens et contre les nations, je pense que cette Europe qui est en train de signer un traité qui donnera le pouvoir à des cours d'arbitrage privés de décider de ses normes sociales, de ses normes environnementales, de sa législation sur le travail, etc., c'est juste une Europe qui est en train d'organiser la colonisation des territoires européens. Et ça me paraît une clause majeure de refus et de renégociation des traités européens. Donc oui, le moment est en train de venir. Oui, il est tout à fait possible que la France joue ce rôle. Elle l'a déjà joué dans l'histoire. Elle est peut-être capable de réorienter la construction européenne. Parce que sinon, je n'ai aucun doute, dans peu d'années, peut-être quelques mois, comme y réfléchit la Grande-Bretagne, le choix d'abandonner l'Union européenne se posera pour les Français. La grande séparation, c'est le titre de votre ouvrage, Hervé Juvin. Vous êtes notre invité toute la journée. À tout à l'heure. Hervé Juvin, on parlait de l'Europe tout à l'heure. J'aimerais dans cette dernière partie que l'on parle de la France. Vous dénoncez le multiculturalisme, l'abandon des racines de l'histoire. Est-ce que cela veut dire que pour vous, la France a un problème, allez, osons le gros mot, identitaire? Je ne sais pas si c'est un gros mot, je sais que c'est une réalité. Il suffit d'écouter les Français. Aller dans le métro, aller sur les marchés, aller écouter y compris les petites communes dans le rural profond, aujourd'hui qui sont très troublées, notamment par les vols multiples qu'il y a dans les champs, dans les granges, etc. Oui, il y a un problème identitaire en France, et je vais probablement vous choquer, je crois que ce problème identitaire est plus grave que le problème économique. Je crois que ce problème identitaire est plus grave parce qu'il nous renvoie à notre problème politique. Notre problème politique, c'est quoi? Marcel Gauchet le dirait mieux que moi. La politique, elle a trois fonctions. Elle a une fonction qui est d'abord, et on l'oublie, de dire qui vous êtes. Là, je suis citoyen français. J'appartiens à ce monde de la République française, qui est issu d'une très longue histoire, qui signifie que culture et nature, indissolublement liées, font de moi ce que je suis. Mais la société française n'est pas multiculturelle pour vous? La société française est peut-être en train de le devenir, mais le problème, c'est que la société française doit le choisir et doit intégrer ses choix. Et qu'aujourd'hui,
disons-le franchement, le politique ne me garantit plus une identité nationale qui tienne la route. On le voit bien sur le plan de la laïcité, très fortement remise en cause, notamment par le port du voile, notamment par un certain nombre de dérives dans un certain nombre d'écoles et dans un certain nombre de modes d'éducation ou de messages envoyés aux jeunes. On voit bien que le politique ne me donne plus une identité parce que le politique ne protège plus de rien, notamment aux frontières. Prenons l'exemple américain. Les États-Unis savent très bien protéger leurs entreprises. Vous savez qu'il y a une commission aux États-Unis qui, de manière absolument souveraine, dit non, vous avez une mauvaise tête, vous ne pouvez pas acheter une entreprise. Pourquoi est-ce que nous ne nous dotons pas de pareils outils au niveau européen? Ne rêvons pas, certainement au niveau français. Puis le troisième élément de l'identité, c'est certainement l'identification à un projet. Or, je ne vois aujourd'hui pas de force politique qui soit capable de tenir le discours, rêvons un peu, qui était celui du général de Gaulle. Tous les Français qui sont ici, et je dis bien tous les Français, sans exclusion d'origine, d'âge, de religion, doivent participer à un projet qui est celui de la souveraineté de la France, qui est celui du progrès de la France, et qui est quelque part celui de la grandeur de la France. Eh bien, tous ceux qui adhèrent à ce projet et tous ceux qui se sentent à l'intérieur sont français et ont les mêmes droits que les autres. S'il en est en revanche qui refusent le projet républicain, qui refusent le projet d'une France grande, unie et forte dans le monde, je suis désolé, mais ils n'ont pas leur place sur ce territoire. Et je crois que c'est, je ne sais pas quand, mais ce sera la source d'une refondation du pouvoir politique que d'avoir un leader qui tienne ce discours à tous les Français. C'est un discours unitaire et rassembleur. Ça n'est pas un discours d'exclusion, mais c'est un discours qui dit très clairement qu'on y est ou qu'on n'en est pas. Il peut être perçu comme un discours d'exclusion. Il peut être perçu comme un discours d'exclusion. Il y a un minimum de valeurs et il y a un ensemble qui fait l'identité française. Vous ne croyez pas que vous faites le jeu des partis populistes en tenant ce type de discours? Écoutez, il y a un moment où on parlait de parti populaire. Le Parti communiste était un parti populaire. J'observe avec beaucoup d'amusement la manière dont un certain nombre de bobos parisiens, la manière dont un certain nombre de ceux qui s'érigent en penseurs de la morale et en penseurs des bonnes manières ont changé le peuple en populisme. Je dis très clairement que ceux qui sont capables de rassembler 2 Français sur 3, ceux qui sont capables de faire que ce qui reste de notre industrie, ceux qui assurent le bon fonctionnement au quotidien de la France, qui est un pays qui marche très bien. Quand on va dans le monde, on s'en rend compte. Contrairement à tout ce qui est dit, la France est un pays encore qui marche très bien, notamment par une administration qui globalement fait très bien son travail. Eh bien, celui qui saura rassembler 2 Français sur 3 autour du discours que je viens de tenir, je suis désolé, c'est pas un populiste, c'est quelqu'un qui respecte le peuple français. Et j'ai très peur que derrière l'accusation et le mot que vous avez employé de populisme, il y a quelque part la haine du peuple français qui se manifeste. Elle se manifeste par une seconde dérive politique. Seconde fonction du politique, c'est de protéger. L'Europe ne protège plus de rien, mais je ne sais plus très bien de quoi la République française protège les Français. Elle ne les protège pas d'agression contre leur mode de vie, leur laïcité, leur républicanisme. Elle ne les protège pas devant des situations qui, à tort ou à raison, sont vécues par les Français comme des situations d'invasion de leur territoire. Elle les protège encore moins contre des mœurs, des pratiques économiques et financières venues d'ailleurs. Et je sais que je me répète, mais j'en reviens à la substitution à la justice du peuple de tribunaux d'arbitrage internationaux, qui est pour moi la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je vous entends parler d'invasion. Est-ce que vous n'avez pas, une vision de la France un peu passéiste, un peu claquemurée derrière ses frontières? J'ai parlé à l'inverse de projet. Regardez ce qui se passe dans le monde. Je rentre des Indes où j'ai un peu suivi les élections. Les élections les plus grandes, dans ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde, vont porter au pouvoir Narendra Modi, qui est quelqu'un de tout à fait intéressant. C'est quelqu'un qui réalise une improbable synthèse entre la plus extrême modernité puis l'hindouisme le plus intégriste. Ce qui d'ailleurs est capable de raviver des débats très intenses avec les musulmans. Regardez ce qui se passe en Chine. On en parle peu. Le président chinois actuel, Xi Jinping, concentre en ses mains plus de pouvoir que pratiquement Mao ne l'a fait. Il a bien plus de pouvoir que Deng Xiaoping et tous ceux qui l'ont suivi. Regardez ce qui se passe en Russie. On peut raconter ce qu'on veut, mais la cote du président Hollande, la cote du président Obama, je ne parle même pas de la cote des ectoplasmes à la présidence européenne ou à celle de l'OTAN, c'est probablement de l'ordre de 20 à 30%. Vladimir Poutine réunit 80% des Russes derrière lui. Ça veut dire qu'il a raison? Je ne dis pas que ça veut dire qu'il ait raison. Je dis que le principe de légitimité est à l'œuvre. Et quelque part,
la légitimité d'un président ou d'un dirigeant politique, c'est aussi la partie du peuple qui le soutient et qui est derrière son projet. Je ne crois pas que ce soit passéiste. Je crois que nous allons vers une réinvention des formes politiques et je crois qu'on va aller vers une relégitimation de l'action politique. Parce que ce qui compte le plus, ce n'est pas des produits à bas prix. Ce qui compte le plus, ce n'est pas tout ce qu'on voudrait nous faire croire, que la liberté, c'est celle du consommateur devant un étalage infini de supermarchés. L'essentiel de notre qualité de vie, elle vient des services publics, elle vient de la préservation de notre environnement, elle vient des normes et des règles qui font une vie apaisée, qui font une vie confiante et qui font une vie agréable dans l'espace français. Et je crois que le peuple français est en train de se rendre compte, malgré les torrents d'incitation à penser que tout va se privatiser, que tout est mondialisé, mais que c'est ce qui se passe sur son territoire qui compte et que l'essentiel dans l'action politique, c'est de reprendre en main notre destin. Je crois que c'est le grand jeu de l'action politique à venir, redonner de la capacité à agir aux Françaises et aux Français. Ils en sont capables, ils le méritent bien, ils doivent simplement y être incités et on doit leur dire que tout est possible pour des Français qui essayent de travailler ensemble. Merci. Hervé Juvin, merci de nous avoir accompagnés toute la journée. Alors j'envoie évidemment les auditeurs de France Info à la lecture de ce livre, La Grande Séparation pour une écologie des civilisations. C'est aux éditions Le Débat Gallimard. Et puis ce débat, cette interview en intégralité sur le site de France Info, franceinfo.fr.